Merci, bonsoir à toutes et à tous. Bon, déjà, moi ça me fait plaisir d'être là parce que c'est vrai que ça a été un beau défi de faire cette liste. Hein, et quand au niveau du parti de gauche, nous avions dit lors de notre congrès en mars 2013 que nous voulions présenter des listes dans une soixantaine de villes, je ne pensais pas pouvoir en ce moment faire le tour un peu de toute la France et pouvoir dire, de fait, aujourd'hui, le parti de gauche sera présent sur plus de 600 listes en France. Alors, c'est 10 fois plus, et on le doit à tout ce dynamisme, à tout cet enthousiasme de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas voulu se retrouver dans une situation où ils n'auraient pas pu aller voter parce qu'ils n'auraient pas pu exprimer le fait qu'ils ne veulent plus, ne supportent plus la politique menée par ce gouvernement. Ce qu'on est, comme l'a dit Karine, à 10 jours du premier tour. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que dans de nombreuses villes, quand on regarde les campagnes du Parti Socialiste, on cherche un peu le logo. Des fois, il est tout en bas, à gauche, parce que vous savez, quand on lit, en général, on lit plutôt à droite. Hein, c'est la façon dont est construite la vision, pas pour tout le monde, mais pour la majorité des gens. Bon. Et là, eux, ils mettent plutôt à gauche, comme ça se voit moins. Bon. Et ce qui est aussi assez surprenant, c'est que finalement, les ministres circulent de moins en moins aussi dans les réunions publiques. Et que ce soit d'ailleurs les ministres du Parti Socialiste ou les ex-ministres de l'UMP. Il faut dire qu'en ce moment, entre les deux, on ne sait pas très bien, comme on dit en langage populaire, s'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors, on a cette situation un peu surprenante dans les communes dirigées par le Parti Socialiste, que tant qu'il y avait un gouvernement de droite, le Parti Socialiste et les maires et les conseils municipaux réclamaient le paiement, à juste titre, de ce que devait l'État aux communes. Hein, des reversements qui n'avaient pas été faits ou des transferts de nouvelles charges qui avaient été faites aux collectivités locales qui n'avaient pas été compensées par l'État. Donc, jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée nationale, il y avait cette réclamation. Une fois mis en place, le gouvernement du Parti Socialiste terminait la réclamation sur les millions manquants, les millions, les dizaines, les centaines de millions manquants, ça dépend de la taille de la commune, dans les budgets municipaux. Et pourtant, comme vous le savez, la politique d'austérité nationale menée par ce gouvernement fait que, déjà, il y a 3,5 milliards qui ont été retirés des dotations aux collectivités. Le gouvernement vient d'annoncer qu'au total, ce serait finalement 10,5 milliards qui vont être retirés des dotations aux collectivités. Et Pierre Moscovici a annoncé aux Échos cette semaine que d'ailleurs, il était aussi possible d'en retirer 35 milliards de plus. Donc voilà un peu le contexte dans lequel se déroulent ces élections municipales. Et on peut se dire que les listes du Parti Socialiste ont effectivement peut-être raison d'essayer de cacher leur logo, mais s'ils pensent qu'ils vont pouvoir échapper au verdict populaire, je crois qu'ils se trompent profondément et qu'au soir du premier tour, on en verra les résultats, mais que nombre de nos concitoyens feront le choix de voter pour d'autres listes ou malheureusement de s'abstenir parce qu'ils n'en peuvent plus des politiques menées. Alors on nous explique beaucoup, et encore plus pour tous ceux qui justement sont inquiets pour leur avenir, que, attention, l'élection municipale est une élection locale. On l'entend beaucoup. Mais comment peut-on faire croire que ce qui se passe dans les municipalités est indépendant de la politique nationale menée? Et si ces élections ont été si locales que ça, pourquoi est-ce que Manuel Valls tient tant à tripatouiller les nuances attribuées aux listes électorales? Alors vous ne l'avez peut-être pas vu, mais ici la liste, donc liste du Front de gauche, a été reclassée par la préfecture, puisque la liste a été déclarée Front de gauche, elle a été reclassée liste du parti de gauche. Et c'est ainsi dans pas mal de villes. C'est ainsi que les listes du Front de gauche peuvent se retrouver. Liste du Front de gauche, alors normalement, selon le ministère, c'était des listes où il y avait à la fois le PC et le PG. Pas très sympa pour les autres forces du Front de gauche, parce qu'il faut rappeler à Manuel Valls qu'il n'y a pas que 2 partis dans le Front de gauche, il y en a 9. Donc les 7 autres forces du Front de gauche n'existent pas pour le ministère de l'Intérieur. Donc les listes Front de gauche, pour lui, c'est que PC et PG. Mais ça ne marche pas toujours. À Dijon, où c'est une liste de l'ensemble du Front de gauche, la liste déclarée Front de gauche a été reclassée Parti communiste. Et la tête de liste, qui est Isabelle de Almeida, qui est membre de la direction du Parti communiste, a dû faire un recours ce matin auprès de la préfecture pour que la liste soit reclassée Front de gauche. Bon.
Mais les listes peuvent être aussi classées donc parti communiste, parti de gauche. Elles peuvent être aussi classées extrême gauche. Ça arrive. Et puis elles peuvent être aussi classées divers gauche. C'est pratique la catégorie divers gauche. Ça donne des choses surprenantes. Par exemple, comme le ministère a aussi inventé une catégorie qui fait ressusciter les morts, si on peut dire, parce que c'est la catégorie Union de la gauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'Union de la gauche, depuis 80 existe toujours. En tous les cas pour le ministère de l'Intérieur. Alors pour être classé liste Union de la gauche, il faut qu'il y ait le Parti socialiste, ça c'est incontournable, et une autre force, qui peut aussi être le modem d'ailleurs. Surprenant. Mais le modem il est aussi classé d'ailleurs dans les listes d'Union de la droite. Le modem peut être Union de la gauche ou Union de la droite, hein, un peu surprenant. Il peut être modem tout court aussi. Il peut être aussi Union du centre. Hein, c'est un caméléon, lui. Hein, bon. Et alors, donc normalement, quand le Parti socialiste est tout seul, il est classé Parti socialiste. Vous avez un exemple entre Montauban. Le Parti socialiste est tout seul. La liste est classée Union de la gauche. En face, il y a une liste qui rassemble l'ensemble des forces du front de gauche, plus Europe Écologie, plus le LPA. Elle est classée divers gauche. Voilà un peu à quoi s'amuse Manuel Valls. Pourquoi il fait ça? On le voit puisque le ministère a rendu public aujourd'hui une statistique, soi-disant, sur le nombre de têtes de liste femmes. Et donc il parle de la répartition qu'il a fait dans ses nuances. Donc évidemment, il prend les têtes de liste, Parti socialiste, Union de la gauche, et ainsi de suite. Mais comme il regroupe, donc il met toute la gauche, il met ensemble, si vous voulez, Union de la gauche, Parti socialiste et divers gauche. Ça fait un seul regroupement. C'est facile, hein? Donc à Montauban, nous sommes dans le même regroupement que le Parti socialiste. Et du coup, comme ça lui permet de donner des statistiques du nombre de listes de ce regroupement inventé par Manuel Valls, particulièrement important. Donc voilà à quoi on est réduit ce gouvernement, d'essayer de manipuler les nuances pour essayer de cacher finalement son échec prévisible le soir du premier tour. Parce que, on peut se dire, finalement, ils ont quand même très très peur du front de gauche. On est réduit à faire des tripatouillages comme cela. Et c'est vrai que heureusement qu'il y a le front de gauche dans le pays, qui peut effectivement permettre à des électeurs d'aller voter avec une volonté d'espoir d'une autre politique dans ce pays, parce que s'il n'y avait pas le front de gauche, ils ne pourraient pas le faire. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, le front de gauche fait peur. Il fait peur aux libéraux, qu'ils soient à la droite, l'UMP, l'UDI, qu'ils soient au PS, et il fait aussi peur évidemment à la droite ultra et à l'extrême droite. Donc, de l'importance d'avoir toutes ces listes autonomes et ces listes front de gauche. Alors, passé ce moment d'essayer de nous faire disparaître sur la scène politique, mais c'est pas nouveau, ils l'ont déjà fait à notre élection, on est habitué. Bon. Il y a ensuite d'essayer de nous discréditer. Donc les propositions que nous portons, vous vous rappelez, je pense pendant la campagne présidentielle, nos propositions ne seraient pas crédibles. Elles ne seraient pas à la hauteur pour faire face à la crise économique que vit la France. Parce que vous avez bien remarqué que les propositions et la politique mise en œuvre, que ce soit par les gouvernements de droite avant ou aujourd'hui par ce gouvernement Parti socialiste, sont des politiques qui ont permis à la France de sortir de la crise, qui ont permis, c'est bien connu, d'inverser la courbe du chômage. Ah oui, non mais là, si, l'INSEE a dit que la courbe avait été inversée de 0,5%. C'est bizarre parce que précédemment, Pôle emploi avait dit le contraire. Bon, Michel Sapin préférait se rappeler de ce que disait l'INSEE. Je pense que le français moyen dit que c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'à Pôle emploi, les chiffres ils sont faits sur les personnes inscrites. Tandis qu'à l'INSEE, c'est un sondage sur, de mémoire, je crois que c'est 100 000 personnes, qu'on sonde régulièrement. Un sondage. Et donc maintenant, on décide des chiffres du chômage sur la base de sondage, alors qu'il y a des vrais chiffres qui sont les chiffres de Pôle emploi. Mais ceux-là, ils sont embêtants parce que ceux-là, ils n'inversent pas la courbe du chômage. Donc il vaut mieux prendre le sondage. Donc voilà aussi à quoi est réduit ce gouvernement pour essayer de masquer ses échecs et pour essayer de faire croire que c'est lui qui a raison et c'est nous qui ne sommes pas crédibles. Nous ne sommes pas crédibles, je suppose non plus, quand nous défendons les services publics et la nécessité de la gratuité d'un certain nombre d'entre eux. Nous ne sommes pas crédibles quand nous disons qu'il faut abandonner les partenariats publics-privés qui coûtent plus cher aux contribuables que le service public. C'est pas crédible. Sauf qu'il y a un grand hôpital qui a été construit dans le sud de l'Île-de-France sur la base d'un partenariat public-privé
avec un nombre de malfaçons invraisemblables, et viennent d'être obligés de rompre le partenariat public-privé, parce que sinon l'hôpital n'aurait jamais pu fonctionner. Ce qui prouve bien que ça ne fonctionne pas. C'est ce que nous disions. Pas crédible de demander la titularisation des personnels. Alors, je ne sais pas quelle est la situation à Lisieux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les collectivités et au niveau de l'État, il y a de plus en plus de personnel non titulaire, précaire. Et pour les personnes qui sont dans cette situation, c'est assez difficile de se projeter dans l'avenir. Mais deux, pour la qualité du service public, c'est pas bon non plus. Parce que quand vous avez des personnes au travail qui sont en souffrance parce qu'elles ne savent pas de quoi demain sera fait, bien évidemment qu'elles ne sont pas aussi disponibles pour les usagers que si elles étaient finalement sûres que demain elles auront encore un emploi et payées correctement. Pas crédible non plus nos propositions sur leur relocalisation et les circuits courts. Quand on voit le niveau de délocalisation aujourd'hui des entreprises, bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, François Hollande, devant Florence, j'avais promis une loi pour en terminer avec les délocalisations financières. Alors ils ont passé un vague texte de loi là, qui ne fait rien, qui simplement oblige les entreprises qui font des bénéfices à consulter pour voir s'il est possible que l'établissement ne soit pas abandonné, mais puisse être reconverti. C'est une consultation, il n'y a pas d'obligation. Ça n'a rien à voir avec ce qui avait été promis. C'est-à-dire la possibilité pour les salariés des entreprises de reprendre les entreprises. Et au contraire, tout est fait pour empêcher ces reprises. Vous avez vu les salariés de Lejabi qui avaient essayé de reprendre en se positionnant dans un créneau de gamme. Il y a de la possibilité. Ils ont les commandes. Mais les banques n'auront pas prêté. Alors, normalement, il y a eu la création de la fameuse banque publique d'investissement. Ça devrait être le rôle de la BPI, de la banque publique d'investissement, pas la bibliothèque Pompidou. Ça devrait être le rôle de cette banque d'aider les Lejabi. Qu'on change de nom. Ah ben non, parce que c'est pas assez innovant. Et donc, au nom d'une soi-disant innovation, on préfère finalement fermer des entreprises et continuer à provoquer la hausse du chômage. Est-ce que ce n'est pas crédible de dire qu'il faut en terminer avec les grands travaux inutiles, Notre-Dame-des-Landes? Nous avons un Premier ministre qui s'obstine. Il est le seul à s'obstiner d'ailleurs. Lui et l'équipe municipale de Nantes, du Parti Socialiste. Plein de membres du Parti Socialiste se disent qu'il faudrait mieux arrêter avec Notre-Dame-des-Landes. Air France va arrêter la desserte de Nantes, parce que c'est pas rentable, parce qu'il y a le TGV. Et puis, dans ce gouvernement, il y a des ministres Europe Écologie. Alors, ils sont contre Notre-Dame-des-Landes, quand même. Non. Mais ils devraient être capables d'influer le gouvernement pour leur démontrer que c'est absurde de taper encore aujourd'hui sur l'augmentation du trafic aérien, alors qu'on ne sait pas pour combien d'années il reste encore du carburant. Parce que le problème, c'est pas de réfléchir à 10 ans. Je veux dire, la planète, elle va encore vivre des millions d'années. Donc peut-être qu'on pourrait réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez. Et puis, on est confronté au problème du réchauffement climatique. Non, François Hollande, Jean-Marc Ayrault s'obstinent avec Notre-Dame-des-Landes. Nos propositions ne seraient pas crédibles sur l'agriculture paysanne. Quand on voit aujourd'hui la crise de l'agriculture, le fait que les paysans ne peuvent plus vivre de leur travail, le fait qu'en plus on nous fasse manger des produits qui sont de mauvaise qualité, qui nous rendent malades, et encore plus pour ceux qui ont des petits moyens et qui sont obligés d'aller se fournir dans les hypermarchés avec des produits de mauvaise qualité. Et qu'est-ce que nous propose le gouvernement? La ferme des 1000 vaches. C'est ça, exactement. La proposition aujourd'hui, c'est la compétitivité, la grandeur, y compris dans l'agriculture. Et finalement, les paysans aujourd'hui, ceux qui sont dans ce système et qui n'arrivent pas à en sortir, se transforment en ouvriers agricoles et plus en paysans comme ils l'étaient précédemment. Alors oui, nous disons, oui, il faut en finir avec ce système. C'est possible, on peut faire autrement, et y compris, il y a une nécessité qui est de repenser l'aménagement complet de notre territoire. Et pour ça, il y a une solution, c'est d'utiliser la planification écologique. Alors quand on dit ça, on dit, la planification, c'est bolchevique. Alors,